Merci, bonjour à tous, merci aux organisateurs de cette invitation. Le sujet, radiomix hépatique, j'aime pas trop ce mot de radiomix, je n'ai pas encore exactement compris ce qu'il voulait dire, donc c'est embêtant pour commencer un exposé et de parler de quelque chose dont on ne connaît pas exactement la définition. J'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est une utilisation, à mon avis, un peu erronée, mais relativement intéressante en termes de communication. Alors, quels sont, et le sujet c'est le foie, et quels sont les outils, et on va focaliser bien entendu sur la quantification et les biomarqueurs, mais quels sont les outils en matière d'imagerie du foie? On revient à ce que l'on évoquait là sur la segmentation. Il y a des standards qui ne sont pas forcément très fiables, comme les contours d'un organe, parce qu'on l'a vu, et c'était le sujet de la discussion précédente, les problèmes de reproductivité experts ne sont pas réglés, mais qu'en tout cas, on a l'impression de pouvoir relativement facilement apprécier. Et ça, c'est tous les problèmes de détection, de segmentation, éventuellement de recalage, qui font l'objet d'outils qui marchent de mieux en mieux, en particulier avec l'apprentissage profond. Et le gold standard est en général le radiologue ou l'expert ou un groupe d'experts. Et on n'a pas vraiment mieux parce que de toute façon, il faut bien juger avec quelque chose. Je dirais que c'est des tâches simples, mais c'est les premières qui sont en train d'être automatisées. Et c'est ce que tu nous as montré, Nikos, tout à l'heure, en particulier sur la segmentation automatique en radiothérapie. On en arrive au stade de produit, très clairement, dans plein d'applications, et même chose autour de l'aorte à l'instant. Et puis, il y a des tâches plus complexes, et tu as commencé à en parler tout à l'heure, Nikos, c'est essayer de classer les réponses, de classer les patients, de classer en fonction du phénotype, mais aussi de classer les patients en fonction de leur pronostic, ou de la prédiction au traitement. C'est deux choses différentes qui sont souvent mélangées dans la littérature non oncologique, pronostic et prédiction. La prédiction étant, par définition, la réponse à un projet thérapeutique, le pronostic étant le pronostic de la maladie elle-même au démarrage. De classer en bénin malin, de classer en différents stades, stage ou de stratification, et l'idéal étant d'arriver à faire des marqueurs prédictifs, pronostiques ou prédictifs, mais idéalement prédictifs, qui vont nous permettre de choisir le meilleur traitement ou d'éliminer, comme tu nous en as parlé tout à l'heure, des traitements qui seraient toxiques, onéreux et non efficaces. Alors, une fois qu'on a dit ça, après, c'est la vraie vie. Qu'est-ce qu'on fait en oncologie? En oncologie, aujourd'hui, on fait du RECIST. Avant, on faisait de l'OMS, bidimensionnel, et depuis les années 2000, on fait du RECIST, c'est-à-dire on fait une mesure, une dimension, la plus grande dimension dans le plan axial, en général, sur des scanners, de la tumeur. Ça a 20 ans, et c'est toujours là, dans 99,9% de l'oncologie, qu'elle soit essai clinique ou qu'elle soit routine clinique. Donc on voit qu'on a un gros gap entre tout ce que l'on veut ou peut faire et la pratique réelle que l'on a. Alors, quand est-ce que ça a changé? C'est vrai que je suis radiologue en pathologie abdominale et digestive depuis maintenant quelques années. Et donc, j'ai vu ce mouvement, j'ai vu arriver de RECIST dans les années 2000, et j'ai vu l'arrivée des premiers en 2006, un premier papier qui nous avait tous impressionnés, c'était les premières thérapies ciblées sur les gystes, qui nous ont montré des réponses fantastiques, sans réponse tumorale, tellement la réponse biologique était forte. La tumeur ne bougeait pas de taille, voire même elle augmentait de manière paradoxale, comme en immunothérapie. Et par contre, il y avait une excellente réponse à long terme chez le patient, avec à 2-3 ans, disparition de la tumeur. Donc on avait, avant traitement, des tumeurs qui avaient une certaine taille et qui avaient une activité tumorale, et puis après traitement, qui avaient la même taille et pas d'activité tumorale. On s'est dit, là, on a un problème. On a un problème, le RECIST ne marche plus, comment on fait? Et on travaillait sur cette logique-là, et puis on a vu arriver un papier dans le foie du MD Anderson, de l'équipe
de Kopetz et Chung, qui montraient que finalement, là, c'était les métastases hépatiques du cancer du côlon. La taille n'était pas le critère suffisant pour juger de la réponse, mais qu'il y avait un changement morphologique dans la tumeur qui s'opérait, et que quand vous aviez une réponse sans changement de taille de ce type-là, c'est-à-dire une sorte de liquéfaction ou de non-disparition de la vascularisation, c'était avec des anti-angiogéniques, du bevacizumab, on avait aussi une forme de réponse qui avait sa valeur. Et lorsque l'on faisait la classification en termes de survie de ces groupes, avec le RECIST, on n'avait pas de discrimination suffisante. Et en intégrant le RECIST, modifié d'ailleurs, plus des valeurs morphologiques visuelles, subjectives, eh bien, on avait une potentialité d'analyse de réponse. Et exactement au même moment que ce papier, c'était en 2009 ou 2010, on avait publié en congrès ce travail qui disait exactement la même chose, mais avec une analyse automatisée par segmentation semi-automatique et analyse des histogrammes. Ça, c'est la radiomix. C'était exactement, c'est la définition de la radiomix. Nous, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Hein. On avait juste comparé les histogrammes et on montrait qu'il y avait un changement dans le différentiel et qu'il y avait un delta d'histogramme. C'est ça la radiomix. C'est une analyse avec des critères qui sont dessinés par l'homme, qui sont des caractéristiques, je veux dire mathématiques, avec une certaine explainabilité, pas toujours quand même. Hein. Dans certains cas, on ne comprend pas exactement ce que ça représente, mais au moins on sait les gérer de la tumeur, après avoir segmenté la tumeur, et on a différents niveaux de description de l'histogramme, de la cohérence, etc. Et on a fait, sur ce travail, on avait fait ces publications exactement identiques à celles d'Andy Anderson, mais avec des valeurs quantitatives, qui montaient à peu près les mêmes résultats en termes de survie des groupes de patients. On était capable de discriminer, a priori, très vite, après 2 mois de traitement, ceux qui auraient une bonne réponse en termes de survie, de ceux qui auraient une mauvaise réponse. Donc, le processus de la radiomix, si on peut l'appeler comme ça, c'est d'abord une acquisition. Alors là, gros problème, standardisation. S'il n'y a pas de standardisation, on va nulle part. Et nous savons bien, nous, radiologues, depuis le temps qu'on passe devant des images, qu'une mauvaise injection ne permet pas d'interpréter un examen. Donc, quand on voit les bases de données qu'il y a, notamment les bases de données publiques, la qualité et l'hétérogénéité est catastrophique. Donc, je suis toujours sidéré quand des quantités d'équipes de recherche en imagerie, en traitement du signal en imagerie, travaillent sur des bases de données ouvertes en essayant de gagner des points comme ça, alors que la base de données elle-même est d'une qualité tout à fait déplorable et souvent mal annotée, etc. Donc, la standardisation de l'acquisition, ça c'est majeur, quoi que l'on fasse. Et on va voir forcément évoluer l'imagerie comme la biologie. C'est-à-dire aujourd'hui, pour qu'un automate, Roche ou Siemens ou autre fasse des résultats de comptage cellulaire identiques, il a bien fallu se mettre d'accord sur des méthodologies de contrôle qualité et d'acquisition. Et si on ne fait pas ça, si on n'a pas un processus de qualification qualité de l'acquisition des données, forcément, nos résultats seront très difficiles. Et ce qu'on pourra en extraire sera de toute façon beaucoup moins bon que s'il y avait une standardisation. Donc ça, aujourd'hui, ça n'existe pas ou mal. En scanner, c'est mieux qu'en IRM. Et en IRM, c'est une catastrophe. Sauf un peu dans le domaine du cerveau, où il y a eu des efforts des équipes de neurosciences depuis une dizaine d'années de standardiser un minimum commun avec les 4-5 séquences de base là-dessus. Deuxième point, c'est la segmentation. Alors là aussi, gros problème, parce que si vous n'êtes pas dans de la segmentation entièrement automatique, ce qui est rare, vous avez un problème de reproductibilité. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est des essais de segmentation par différents opérateurs, même si c'est du semi-automatique, et commencer par rejeter toutes les segmentations qui ont faire des sets avec différents opérateurs et regarder les paramètres qui disparaissent
en raison de la non-reproductivité de la segmentation. Et il y en a un paquet qui disparaissent en général. Donc, problème de reproductivité. Enfin, les points d'extraction des différents paramètres que l'on veut extraire. Alors là, on peut aller dans tous les sens, mais le problème dans la radiomix conventionnelle, c'est qu'il y a un défaut de localisation spatiale. On mélange un peu tout. Bon, il y a des descripteurs qui tiennent compte un peu de la localisation spatiale, mais pas globalement. Donc, que ça se passe au milieu de la tumeur ou à la périphérie, ce n'est pas tellement pris en compte. Et c'est une limitation. Et après, il y a la modélisation statistique par d'apprentissage pour réduire, comme tu l'as dit tout à l'heure, le nombre de paramètres qu'on va utiliser et avoir une analyse qui a un intérêt. Alors voilà, donc ça, c'est des essais. Bon, le risque, tu en as parlé, c'est que si on se contente de travailler sur une base de données, ben on peut améliorer notre apprentissage et avoir un overfitting qui fait que nos résultats seront excellents et ne seront jamais transposables à un autre système. Alors maintenant, on parle partout de deep learning, on entend même parler de deep radiomix. C'est quoi? Ça veut dire qu'au lieu... Donc, le process, je l'ai schématisé là. Ça, c'était dans une revue qu'on avait fait. On était ensemble, je crois d'ailleurs. Il y a un travail de pré-processing, standardisation, pré-processing des images qui est important. Il faut aussi avoir des bonnes... Je ne sais pas si on voit... Oups, je vais revenir. Il faut aussi avoir des bonnes data cliniques pour avoir un bon gold standard. Qu'est-ce qu'on veut évaluer exactement? Dans la radiomix traditionnelle, eh bien, on a ces différentes étapes. Dans ce que l'on pourrait appeler la radiomix par apprentissage profond, on peut soit faire en one-shot toute l'analyse en mettant ça dans des réseaux de neurones, ou par segment, on peut faire la segmentation par apprentissage, des détections de features par apprentissage et la sélection par apprentissage. Différentes méthodes qui sont possibles. Tout est mélangeable. La seule grande règle, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut à un moment donné, après le training et la validation, verrouiller le système et le tester dans une autre base, et si possible, qui ne vient pas des mêmes équipements ou qui vient d'autres centres pour pouvoir valider la robustesse du système. Sinon, ben, on a des systèmes qui ne seront jamais généralisables. Voilà. Alors, des résultats. Donc ça, c'est un travail qu'on avait fait avec Anthony Douan sur une base de données française d'essais cliniques assez importante. Il y avait 500 patients. Et on a repris cette base de données et on a essayé... Les 12 premiers mois du traitement étaient identiques dans les deux bras. Donc, on a pris que les 12 premiers bras. Et on a regardé la réponse au traitement à 2 mois et la comparé à la réponse au traitement à 1 an. Et on a complété ça dans une deuxième série, parce que ça nous avait été demandé par l'éditeur de valider ça dans une série complètement externe en plus. Donc, et ce travail, je ne vous montre pas ça, voilà, c'est les résultats ont montré des survies calculées à 2 mois avec des critères de radiomix extrêmement simples. À la fin, on n'avait plus que 4 paramètres. Donc, on avait énormément simplifié les paramètres qui étaient très bons et qui étaient bien supérieurs au RECIST. Alors, si on va un peu plus loin sur le foie, et là, ça vient de l'expérience des radiologues et de l'expérience des pathologistes, quand on travaille ensemble en multidisciplinaire, c'est qu'il y a eu de la littérature et nous, on sait que finalement, regarder l'intérieur de la tumeur, ça ne nous intéresse pas tellement. Tout l'enjeu se passe aux boundaries, à la limite, l'interface. Et on a beaucoup réfléchi, travaillé, et il y a eu d'ailleurs toute une littérature qui est maintenant de plus en plus abondante sur le fait que les tumeurs du foie, probablement pour des raisons de réponse immunitaire, se développent de 3 manières. Soit une manière avec une réaction desmoplastique, ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'il y a une interface inflammatoire qui se crée entre la tumeur et le foie, c'est ce schéma-là. Soit la tumeur grossit de manière sans interface en boule, soit la tumeur infiltre. Et bien sûr, cette réponse-là est bien meilleure en termes de pronostic que les 2 autres. Mais ça n'a rien à voir, on parle du simple au double en termes de survie.
Et ça a été montré du point de vue pathologique. Donc, nous, on travaillait là-dessus avec les pathologistes. L'intérêt, c'est que cette réaction d'hémosplastique, elle fait 3 mm, 4 mm, c'est-à-dire qu'on la voit en imagerie. Et ça, nous, on le voyait. Ça, c'était à Montréal. C'était il y a 5, 6 ans, 7 ans. On avait fait une série visuelle, hein, où on voyait très bien ces critères de réaction d'hémosplastique. On était capable, on les avait qualifiés. Alors, c'était 2 super experts. C'est ma copine Caroline Reynolds et moi-même. On avait fait des lectures en double aveugle, etc., consensus, tout ce que vous voulez. Mais on était assez bons, 80%, pour détecter cette réaction d'hémosplastique sur le gadolinium tardif après injection en IRM. On ne le voyait pas en scanner, on le voyait en IRM. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait eu déjà, cette impression, depuis le début, en se disant, mais en fait, ça ne sert à rien de s'intéresser au centre de la tumeur, il faut s'intéresser vraiment à la périphérie quand on veut faire du pronostic ou des biomarqueurs intéressants sur la réponse en particulier. On avait déjà travaillé, c'était il y a longtemps, sur des systèmes de contourage un peu, on va dire, dirigés, en disant on va mettre une bande de quelques millimètres en périphérie de la segmentation semi-automatique, mais ça ne marchait pas bien. Donc là, avec l'équipe de McGill, on avait travaillé là-dessus sur des systèmes qui permettaient éventuellement de renforcer cette zone de contour et de faire les apprentissages après avoir pré-traité par du renforcement sur une zone de contour. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que, et je reviens à ce que disait Nikos tout à l'heure, c'est que le savoir et l'expérience, on peut le remplacer, mais à un coût qui est très élevé. Et qu'il y a une expérience des praticiens dans leur métier, dans leur manière dont ils voient les images, qui existe. Et si on peut la capturer, on fait des shortcuts et on fait des systèmes beaucoup plus robustes, plutôt que de partir à l'aveugle sur des bases de données immenses, souvent mal qualifiées, souvent de mauvaise qualité, et chercher des choses qui, de toute façon, lorsqu'on les aura trouvées, on sera incapable de reproduire dans une autre base de données. Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus, mais voilà. Donc, deuxième point, qui est la qualité des examens qu'on trouve en radiomix, qu'elles soient conventionnelles ou des publications, est très faible. Très, très faible. Donc là, c'est une série qu'on a publiée dans une bonne revue de foie, des pathologies, et on a simplement fait une revue de la littérature avec des critères d'analyse de revue relativement stricts pour analyser la performance de tous les articles de radiomix hépatique. Et là, c'était sur le carcinome hépatocellulaire. On n'est plus sur les métastases, on est sur les tumeurs primitives du foie. Eh bien, sur les 48 papiers qu'on avait trouvés, c'était en 2019, on en a retenu que 23 parce que les autres n'avaient pas vraiment de sens. Et quand on applique des critères un peu d'évaluation qualité, de critères qualité de cette évaluation de la radiomix, alors là, c'était plutôt sur la radiomix conventionnelle, mais on pourrait faire ça sur la radiomix avec des algorithmes de deep learning, ça ne change rien. Eh bien, sur un score de 36 maximum, donc avec différentes étapes qu'on a vues déjà tout à l'heure, sélection des données, qualité de l'image, type de features connector, analyse, segmentation, modeling, etc. Eh bien, voilà ce que l'on trouve sur la littérature. La plupart des questions posées ont un sens clinique. Donc, les questions, on ne raconte pas n'importe quoi. La méthode de feature reduction statistique est en général à peu près correcte. Mais par contre, il y a des choses qui sont dans la standardisation, il est rarement. Les validations externes, quasiment jamais. Pratiquement aucune de ces études ne sont prospectives. Aucune de ces études sont prospectives. On n'est que dans du rétrospectif, donc la causalité, on n'en sait rien. Voilà. Donc, on est sur des études dont la moyenne de qualité sur 100 est de moins de 25, c'est-à-dire vraiment très bas en termes qualitatifs des études, en tout cas dans le domaine qui me concerne. Et alors, je terminerai là-dessus. C'est simplement que la machine va avoir autant de biais qu'il y a de biais dans les données qu'on lui donne. Et ça paraît idiot ce que je dis là, mais je pense que si on garde ça en tête, on va mieux réfléchir à comment on va constituer nos bases de données pour entraîner les systèmes, quelle que soit la méthode que l'on utilise et quelles que soient les questions cliniques que l'on se pose. Voilà.
Donc, j'espère que j'ai gardé le temps qui m'était imparti. Merci de votre attention.